Bonsoir. Le championnat de Ligue 1 avec cette 27e journée qui s'est achevée hier. L'USMA devra encore patienter 4 jours avant d'être officiellement sacrée championne d'Algérie. Ça passe par une victoire contre l'Erba. Dans le même temps, dans le bas du tableau, si pour Ain Fakroun et Borj Boualalidj, ces deux équipes sont en Ligue 2, la JSM Béjaïa s'est donné une lueur d'espoir. Elle devra concrétiser ce mardi par une victoire face à notre mal classé, le Mouloudia d'Oran. Et puis on parlera de cette liste des 30 joueurs qui est attendue pour demain, puisque demain, Vahid Halilhodžić animera un point de presse où il donnera la liste des 30 joueurs retenus dans un premier temps. Disons que c'est la pré-sélection avant le mondial. Pour en parler ce soir, Alain Michel, bonsoir, l'entraîneur de la JS Saourin. Bonsoir. Et puis, nos journalistes que vous connaissez, Moumenaïd Kassi du Buteur et Rachid Abed du quotidien Liberté. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Un but partout à Schleuf. On a l'impression qu'on fait du surplace du côté de la JS Saoura. Défaite contre Sétif, un but partout à Schleuf en déplacement. C'est la fin de saison, on est déjà en vacances, Alain Michel? Où les joueurs ont peut-être l'esprit. Il y avait une victoire à Béjaïa un peu avant, 4-1. Bon, c'est une courbe sinusoïdale. Hein. Est-ce que vous alternez le bon et le moins bon? Disons que l'essentiel était d'obtenir le maintien. On l'a fait rapidement. Ensuite, c'est des motivations secondaires. C'est-à-dire que c'était d'essayer d'aller accrocher la 5e place. Bon, il nous a manqué 1 ou 2 matchs dans le courant du mois de mars. Elle est toujours dans vos cordes, cette 5e place. Compliqué quand même. C'est compliqué. Compte tenu des adversaires, de ce que jouent les uns et les autres. Il y a encore 9 points en jeu. Bon, il faudrait vraiment un concours de circonstances. Avec un effectif réduit. Qui se réduit parfois blessures. De match en match. Hier, nous perdons Bagayoko qui fait une bonne saison, qui était un des leaders du bloc défensif. Donc, problème de cheville et de genou. Donc, chaque match, chaque journée apporte ses difficultés. C'est un coup dur avant de jouer le Mouloudia ce mardi? Ça va obliger à revoir un peu le système défensif. Donc, on a quelques idées. Mais il faudra quand même modifier cette défense. Et c'est jamais très agréable. On a 2 jours, quoi. Notamment une séance demain. On a l'impression qu'il y a eu la cassure est survenue avec cette défaite contre le MCO. Oui, c'était parce que ça correspondait pas 4-1 même. 4-1, oui, c'est vrai. Mais ça correspondait pas à une certaine logique de jeu qu'on avait imprimée jusqu'alors. On était dans une dynamique favorable. On a eu quelques tournants, notamment le match de l'USMA début du mois de mars où nous avons montré sur ce match-là qu'on était capable de rivaliser dans un très bon match qui était des deux côtés joué avec du rythme, avec des blocs équipes qui fonctionnaient bien. C'est un match intéressant. Sur le plan tactique, c'est intéressant. Pour un coach, c'est celui qui m'a le plus intéressé de ceux que nous avons joués ces derniers mois. Et donc on a montré qu'on était capable de tenir tête à une équipe qui va être championne d'Algérie avec 15 points d'avance peut-être. C'est un beau champion. C'est un beau champion. C'est un beau champion. 19 matchs sans défaite. C'est 3 ans de boulot. C'est 3 ans pour arriver à cela, avoir recruté les meilleurs joueurs du pays, les faire jouer ensemble, arriver finalement à ce titre de champion. C'est dans une grande logique. Et les U21 de l'USMA seront aussi champions. Donc ils sont en haut chaque année. Il y a 3 ans de boulot, d'investissement, de travail, de faire le produit de ce qui a bien marché, de ce qui a moins bien marché. Hier, ils pensaient avoir fait le plus dur contre le Shabab Riadi de Belouizdad. Ils ont mené 2-1 jusqu'à la 88e minute de jeu. Avec un doublé de Chafaï, le défenseur. Oui, sur 2 balles arrêtées, où il coupe bien les trajectoires, où la défense du Shabab est peut-être un peu fautive aussi sur ce genre de situation. Les coachs n'aiment jamais prendre des buts sur balles arrêtées, parce que ça veut dire qu'il y a eu quelque part un dysfonctionnement. Sous le regard de Vahid Halilhodžić, qui était présent. Un certain dysfonctionnement dans le système défensif. Mais non, l'USMA est un beau champion. Bon, le Shabab hier avait besoin de points, donc il fallait aller chercher un point qui permet d'envisager l'avenir d'une meilleure façon. Mais ça remet pas en cause l'USMA. Ils sont champions depuis longtemps. Ils ont fait le boulot au mois de mars. La victoire contre nous, une victoire à peu près de peu contre Olma, une victoire à Constantine derrière. Ça a été le tournant où on pouvait les attendre en difficulté, où ils ont su faire. Et après ça déroule un peu plus parce que les choses sont jouées. Cette équipe l'USMA a du caractère. Elle l'a montré tout au long de la saison. Il y a du caractère et là les joueurs qui conviennent au poste qui conviennent. C'est-à-dire qu'il y a une base de jeu importante, mais il y a un gardien qui est quand même le meilleur gardien d'Algérie, il faut le reconnaître. J'ai eu la chance de l'avoir l'année où on est champion avec le Mouloudia. Il avait très largement, Zemamouche, participé à cette réussite. Il le fait encore avec l'USMA. Ça fait partie des gardiens bonus qui vous valent des points dans une saison. J'ai eu la chance d'avoir ses camarades aussi, Doura ou Cédric, qui aussi vous rapportent des points dans une saison. Ça compte, c'est important dès que vous avez une ambition élevée, dès que vous avez une ambition de haut de tableau. Vous concernant,
On a vu que vous faites un grand match face à l'USMA. Sur le plan tactique, on avait un bloc qui fonctionnait très bien. Le problème de cette équipe de la GS Sahara, qui n'arrive pas à imprimer le même rythme, à rééditer les mêmes prestations durant l'année, est-ce que le fait, ces joueurs-là, je prends l'exemple de Beldjilali par exemple, qui a annoncé partant, est-ce que ce n'est pas le cas d'autres joueurs qui peut-être ont la tête ailleurs, ils pensent déjà à leur avenir? C'est ce qui explique peut-être c'est... J'aimerais quelquefois. J'aimerais qu'ils soient jetés dans l'obligation de trouver des clubs. Mais ils sont tous sous contrat. Beldjilali compris. Il a encore 1 an de contrat. Tous les joueurs à Saoura, parce que c'est un choix de continuité de la part de la direction. Et les joueurs sont sous contrat. Donc vous ne pouvez pas les motiver en disant attention, dans 2 mois, vous n'êtes plus rien. Donc il faut vous vendre. Ça, c'est le discours à l'européenne. C'est-à-dire qu'il faut être bon en fin de saison parce qu'il faut obtenir des propositions de contrat. Il faut montrer ce qu'on sait faire. Non, nous, c'est plutôt que on est un peu loin, on est loin des médias, on est loin des différentes choses, donc il faut toujours trouver une motivation, il faut toujours remettre un peu une motivation nouvelle à travers les rencontres. Pour ce match de l'USMA, on avait pu le préparer, se faire plaisir avec 3 jours de préparation sur Alger, les derniers moments stratégiques un peu pour le jouer, comme on l'a fait à d'autres fois, on l'avait fait à Constantine aussi, on l'a fait dans d'autres rencontres. Pour nous, c'est de se sortir un petit peu du cadre traditionnel pour changer des habitudes, casser des habitudes et faire que les joueurs aient le sentiment de faire partie de la grande fête du foot algérien du Nord et de ne pas rester uniquement... C'est un grand pari d'aménagement du territoire que d'avoir un club dans le Sud. C'est bien, il y a eu des années de travail de la part des dirigeants depuis 2008 pour construire un club de bon niveau et il y a eu beaucoup d'efforts. Alors qu'est-ce qui manque à ce club pour passer à l'étage supérieur? D'être au Nord. Non, ça, il ne peut pas être trop. Je le réponds de façon provocatrice, mais disons qu'il y a certains joueurs. Bon, quand vous voulez, on parlait de l'USMA tout à l'heure. Quand vous voulez accéder au haut niveau, il faut pouvoir recruter des joueurs du top 15. Vous regardez la liste, les joueurs qui font la CHAN, etc., etc. Vous regardez ceux qui sont dans le top 15, dans le top 20. Combien pouvons-nous prendre de joueurs du top 15 ou du top 20 à la JSS? Difficile. C'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de cadre de vie. Il n'y a pas que le joueur, il y a son environnement, il y a la famille, il y a tout le monde. Donc c'est un choix que d'aller vers le sud. Et c'est pas évident de convaincre tout le monde. Pour un jeune joueur début de carrière, s'affirmer, réaliser quelque chose et ensuite devenir compétitif pour les grands clubs d'Alger, peut-être. Pour un joueur qui est plus au milieu de sa carrière, qui a 27, 28 ans, de faire le choix d'aller vers le sud, c'est plus difficile. Justement, dans ce même ordre d'idée, est-ce que Alain Michel s'inscrit justement dans la perspective de l'avenir de ce club, à savoir, c'est-à-dire vous avez un projet sportif à long terme? Vous avez tout dit, c'est-à-dire que tout dépend du projet sportif qu'il y a à long terme. Est-ce qu'il y a une prolongation de contrat qui vous a été proposée ? Le pari de faire quelque chose sur les mois qui viennent de se passer et de dire voilà, je prends le pari du maintien, de donner une certaine base de jeu, de donner envie à nouveau aux joueurs de participer à quelque chose. Bon, ça a été fait assez vite réussi. Bon, pour l'instant, on essaie d'aller gratter quelques places un peu mieux, finir 7e, finir 6e. Bon, c'est relativement anecdotique, mais on a réussi notre coup de prendre une certaine quantité de points. Maintenant, après, c'est d'avoir un vrai projet sportif qui consiste à dire on est au sud, mais c'est pas grave, on bouge beaucoup, on est des migrants, on va souvent faire des stages, on est le club qui fait le plus de stages sur Alger ou à droite ou à gauche. On a fait 3 semaines de stage au mois d'avril. Le club s'est donné ces moyens-là pour que l'équipe puisse se préparer. Donc, si véritablement il y a un projet de dire on veut qu'un jour Saoura puisse être champion d'Algérie et concurrencer les grands clubs du Nord, oui, c'est intéressant pour tout coach. Si c'est pour uniquement être au milieu de tableau, je ferai déjà les réponses que j'ai fait à d'autres endroits. Ça m'intéresse moins. Est-ce qu'il y a une proposition de prolongation de contrat ? On en a discuté, mais il n'y a pas de chose officielle. Tout est ouvert. Il y a eu plein de choses dans ces derniers temps dans le cadre du club qui faisait on était sur Alger, on n'était pas sur Béchar, on était en déplacement. Donc on en parle. Les choses se passent bien entre les dirigeants et moi. De poursuivre votre expérience à la tête de ce club, à condition de faire un truc très original. Donc tout dépend du très projet. Original, c'est-à-dire ça dépend du vrai projet. Il faut avoir un vrai projet et avec tout le monde derrière le projet, avec un public, parce qu'il y a un public, il y a un stade qui est sympa, qu'on peut améliorer, on doit l'agrandir un peu en largeur parce qu'il fait que 60 mètres, 61, 62 mètres de large, donc ça ne permet pas de beaucoup faire de jeu et une équipe peut facilement se regrouper derrière. Donc il faut améliorer ces choses-là. Bon, il y a l'éclairage qui doit être fait, il y a les tribunes qui devraient être améliorées. Bon, si vous avez vraiment tout ça, si toute une région est derrière, si vous dotez d'une équipe, d'un effectif
plus important en quantité, parce qu'on est quand même très, très limité en nombre actuellement. On a 13-14 joueurs capables de bien faire le coup, mais dès qu'on a beaucoup de bobos ou de suspendus, on est assez vite en difficulté. Donc on se dote, on se couvre avec un effectif suffisamment large, avec des joueurs de qualité, et après on se met au boulot et on crée des structures très solides, tant en formation qu'en faisant venir des jeunes de la région, etc. Si on fait ça, c'est du boulot de football. Donc ça intéresse tout entraîneur qui a envie de travailler et de faire quelque chose, au même titre qu'il peut le faire dans des clubs du Nord ou dans des clubs donc autant ça peut prendre sa place. Est-ce que c'est plus difficile de travailler au Nord qu'au Sud? Tout a ses problèmes. Les derbys d'Alger, vous créez, vous savez très bien, vous les créez, ces fameux problèmes, les petites phrases entre celui-ci et celui-là. Donc il y a une façon de faire au Nord, il y a une façon de faire au Sud. Je parle de cette envie de jouer au football, peut-être parce que le climat, l'environnement n'est pas aussi propice à la pratique du football qu'au Nord. Le climat, il y a une période, il y a la période d'été qui commence maintenant, pratiquement. Il y a un effort. C'est seulement depuis 15 jours. Depuis 15 jours, il y a vraiment... Alors c'est facile de sortir de ça. Il suffit de mettre l'éclairage et de jouer à 7 h du soir. Et vous n'avez plus de problème. C'est ce qui se fait dans le golf. Il n'y a aucun entraînement qui se fait dans le golf dans la journée. Vous faites toujours ça une fois que le soleil est couché. Vous vous entraînez à 7 h ou à 8 h et il n'y a plus de problème. Bon, il y a toujours un peu d'humidité, un peu de chaleur, mais c'est plutôt agréable que de s'entraîner dans le froid pendant tout l'hiver en Europe. Donc, vous pouvez échapper à ces contraintes-là uniquement avec des données matérielles, mais il faut vous doter de ça. Il ne faut pas jouer tout le temps à 3 h de l'après-midi en pensant que les autres vont être morts parce qu'ils jouent à 3 h. Vous fatiguez aussi. Quand vous faites du jeu, que vous courez et que vous déplacez plus, c'est pas forcément évident pour vous de mieux maîtriser une partie quand il fait 35-38 que lorsque vous êtes à 25. Un match contre le Mouloudia d'Alger, c'est un match que vous jouez comme toutes les autres équipes? Dans la préparation du match, par exemple? Non, le Mouloudia, ça reste quand même un des clubs les plus emblématiques d'Algérie. J'ai passé 2 ans et demi donc, en 2 fois, donc j'ai pu apprécier ce que c'est que le Mouloudia. Et bon, c'est avec la JSK, le club le plus médiatisé d'Algérie, le club où il y a 3 pages dans tous vos journaux, parce que c'est comme ça, et parce que ça intéresse la population algérienne. Donc recevoir le Mouloudia, c'est un moment particulier dans une saison. Donc pour nous, Saoura, c'est un moment privilégié et on va essayer de s'appliquer et de ne pas faire le match de misère qu'on a livré face à Sétif et de livrer un bon match. On a pris un point hier pour préparer justement cette entrée en match mardi et revenir pour notre public, revenir avec 2 points qui soient intéressants. D'autant plus, c'est pas tous les jours qu'on joue le vainqueur de la Coupe d'Algérie. Voilà, ils viennent de gagner la Coupe d'Algérie, c'est le club médiatisé, c'est le club qui représente quelque chose pour une moitié à peu près de la population algérienne dans son supporterisme. C'est le bon moment pour affronter le Mouloudia d'Alger, qui reste sur une défaite, un nul à domicile. Oui, c'est un moment, ils sont en fin de saison comme tout le monde. Ils viennent de gagner la Coupe d'Algérie, donc le truc essentiel, c'était de gagner la Coupe d'Algérie. Après, d'être à telle ou telle place, c'est aussi pour anecdotique. Ils ont leur Coupe internationale maintenant. Et nous, on peut en faire un moment privilégié de faire un bon match à domicile pour faire plaisir à notre public. Je voudrais revenir, Coach Alain, sur le rendement de Belgilali. Avant de votre arrivée, il était un petit peu... C'est le joueur qu'on attendait le plus cette saison. La confirmation, il était un peu effacé durant la première moitié de saison, mais après votre arrivée, on a ressenti qu'il a un petit peu... repris les choses en main. C'était redevenu se mettre à jouer de cette équipe de Saoura. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce joueur, pour qu'il puisse retrouver ça fait partie des choses normales. Il est capitaine de l'équipe. Donc, un coach doit avoir des rapports privilégiés avec son capitaine. Kadour, il a un talent de footballeur. Il a un rapport joueur-ballon très au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'il sait faire des choses avec un ballon, sait changer de direction, il sait faire des gestes techniques, il a une qualité de frappe de balle, une dernière passe, une bonne vision du jeu, qui en font un joueur tout à fait intéressant pour un entraîneur. Donc, après, c'est de lui redonner envie. Donc c'est vrai que ça fait 3 ans qu'il est à Béchar. Sa vie a un peu changé. Il s'est marié. Il est un peu fatigué de Béchar. Il est un peu fatigué de Béchar. Il a envie d'ailleurs. Il a envie d'autre chose. On l'a annoncé en Europe, un peu partout en France, en Ligue 2, en Liga. Est-ce qu'il a les qualités de jouer en Liga, par exemple? Le problème, la donnée, elle est physique. La donnée, elle est physique. C'est-à-dire que sur le plan technique, il a des qualités pour réussir dans tous les footballs. Et une bonne vision du jeu qui est quand même très intéressante. Parce qu'il joue juste. Il faut mettre la balle là, il ne la met pas là-bas. C'est le plus difficile de jouer juste. Voilà, c'est quand même important. Ouais. Ça vous permet de mettre l'équipe. Hier, même sur notre balle d'égalisation, c'est encore lui qui est dans la première passe intéressante vers l'avant, qui va trouver les espaces. Donc,
s'il retrouve cette fraîcheur, c'est possible. Par contre, c'est vrai que sur le plan physique, bon, je lui dis souvent, il y a un travail de bloc équipe, il y a un travail de replacement. Bon, nous, il est un peu protégé par le système. On crée un système qui le protège dans cette affaire-là, pour qu'il puisse s'exprimer. Vous l'avez bien mis dans de bonnes conditions. Vous parlez évidemment de protection. il joue derrière les attaquants. Voilà. Il a des joueurs qui travaillent autour de lui, qui courent beaucoup, ce qui lui permet d'être moins à la récupération. C'est un joueur qui n'aime pas travailler à la récupération. C'est pas sa nature première. Maintenant, il faudra qu'il se l'impose quand il sera dans un football où il y a ses obligations. On l'annonce au Portugal, c'est un football qui lui convient? Oui, parce qu'ils aiment bien, les Portugais ont besoin de faire de l'argent avec des joueurs. Ils ont besoin de préparer des joueurs qu'ils vont vendre, ce que fait très bien Porto, qui a vendu encore des joueurs cette année, le Sporting, à Monaco ou à d'autres. Donc, ces clubs ont besoin de créer des joueurs, de proposer des joueurs. La Belgique aussi l'a fait très longtemps, parce que les clubs n'étaient pas soutenus comme ils l'étaient soutenus dans d'autres pays d'Europe, soit l'Espagne, soit la France, longtemps par les collectivités locales. Bon, maintenant, tout ça est fini. Donc, les clubs doivent préparer leurs propres joueurs. Et les Portugais sont très attentifs à ça. Et le Portugal est devenu un petit peu la terre de prédilection des Algériens. On l'a vu. Oui, Soudani, les Algériens, ça l'était. Il y a eu auparavant Jamal Mennad, il y a eu également Hakim Meddan, et bien évidemment le plus célèbre d'entre eux, la Bahmadja. Les données techniques sont là, parce qu'au départ, la base portugaise, elle est brésilienne. Tout à fait. C'est d'avoir historiquement et la double nationalité. La double nationalité très rapidement, ce qui intéresse les clubs européens. Donc le football technique du Maghreb est une sorte de relais à une immigration brésilienne qui est un petit peu maintenant dispatchée un peu partout dans le monde. Elle est moins essentiellement portugaise qu'auparavant. Mais apparemment, le président Mohamed Zarouati ne veut pas entendre parler du départ de son joueur. Vous qui avez côtoyé justement ce président, dont on dit beaucoup de choses sur lui, comment trouvez-vous ce personnage, M. Alain Michel? Il est plus président. Oui. Donc il y a un président qui est là. Vous l'avez côtoyé de près bien sûr que maintenant. c'est son club. C'est-à-dire que ce président a créé un club quand même en 2008. Il a fédéré les forces, ce qui est quand même une bonne idée, de fusionner les forces du football à Béchar. Il a été celui qui a permis qu'il y ait un club de première division à Béchar. Et il a été par moments très interventionniste. Donc nos rapports sont de bons rapports. C'est-à-dire en tant que coach, on discute régulièrement. Moi, on parle de football, on parle de plein de choses. Il y a un respect mutuel. Bon, après, pour l'instant, on n'a jamais... Est-ce que vous confirmez qu'il intervient dans la composition de l'équipe? Ça dépend si on lui laisse le temps, si on lui laisse l'espace pour le faire ou pas. C'est-à-dire que on va pas revenir sur d'autres débats que vous avez, mais le grand avantage, c'est d'être étranger. C'est plus facile pour un étranger de marquer ses différences, ses nuances, sa façon de voir les choses, que pour un entraîneur local, qui sera tout de suite sous la pression plus grande des dirigeants en général, pas spécialement de ce président. Il y en a d'autres qui sont comme ça dans d'autres clubs. Bon, moi, j'avais trop embêté avec ça. Mais c'est un passionné avant tout. Voilà, c'est d'abord quelqu'un il vit son match, il vit l'équipe, il vit son club, il croit en des joueurs, il croit dans les joueurs qu'il a choisis. Pour lui, Pierre Belgiali, c'est son fils en football. Oui. Donc, quelque part, comme on n'est pas non plus égorgé sur le plan financier, il se dit qu'il pourrait peut-être encore l'avoir une année et que ça serait bien pour le club. Mais je pense qu'on arrive à un moment où Kadour a envie de cette liberté, a envie d'aller exprimer quelque chose ailleurs. Il est en milieu de carrière, il a beaucoup donné au club. D'autant plus qu'il devait déjà partir l'année dernière à Nîmes et à Montpellier. Roland Courbis était intéressé par lui, ça ne s'est pas fait. Là, il l'a déclaré, d'ailleurs, ce vendredi. C'était le Portugal. Il avait des contacts avancés avec le Portugal, avec Braga, avec le Sporting de Braga. Voilà, il y a différents clubs. Qui jouent un peu en France, un peu en Tunisie, un peu au Portugal, un peu. Il regarde. C'est une observation des choses. Moi, je crois que le sens de sa vie, ça sera quand même d'être libéré et de le faire. En beauté. Il a encore 2 matchs à jouer à domicile, il a marqué la vie du club, il a été un joueur important. Il faut terminer en beauté, il ne faut pas terminer par la petite porte, il faut sortir par la grande. Alors, Alain Michel, justement, sur la journée d'hier, on va rester un peu sur la journée d'hier. L'un des grands moments, ça a été ce derby des Hauts-Plateaux qui a vu Sétif renverser la vapeur en seconde mi-temps après avoir été mené 3-0. Cette équipe sétifienne, vous l'avez jouée, elle vous a battu, elle s'accroche tout de même, elle vend chèrement sa peau, cette équipe sétifienne, qui jouera la Champions League déjà depuis la semaine prochaine. Depuis 10 ans, Sétif est au haut niveau du foot algérien. Depuis 10 ans, vous regardez les classements, ils sont pratiquement toujours présents dans les 3 premiers. Ça a contrarié le président Hanachi, mais la victoire d'hier, pour lui, il y a des choses qui sont passées pas normales, mais ça reste, je pense, sur le coup de la déception. Je ne saurais pas dire ça. Avant le match, je n'ai pas vu de match. 3-0, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois.
Je me souviens d'une fois avec le Cuiseau, on était en D2. 3-0, 4-3. On jouait à Sochaux, on est mené 3-0 à la mi-temps et on finit par gagner 4-3 dans un match de Coupe de la Ligue où c'était en 8e de finale. Bon, ça n'arrive pas souvent dans une carrière d'inverser un 3-0, 4-3. Mais bon, ça peut se faire. Les choses du football sont ainsi faites. C'est le match des extrêmes. Hein, est-ce que l'étonnement, c'est pas déjà que Borges ait mené 3-0? C'était la grosse surprise. C'était aussi un étonnement. Alors après que Sétif revienne 4-3, c'est aussi bien sûr un étonnement. Mais bon, dans les fins de saison, il faut avoir vu un match. Quand on n'a pas vu un match, on peut penser que Sétif... Sur cette équipe sétifienne, il faut le dire, elle est à sa place, à cette deuxième place. C'est une bonne équipe de contre. C'est une équipe qui a un bon bloc équipe défensif, qui a des joueurs au milieu capables de s'organiser, de sortir rapidement les ballons, qui a des joueurs devant comme Belhamri, comme Nadji, ou Gourmi quand il joue. Il y a eu un excellent coaching, parce qu'après, il y a eu des changements qui sont intervenus en seconde mi-temps. Et même le système de jeu avait changé. C'est ce qu'avait déclaré après le match l'entraîneur Khabdel Madoui. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On parlera justement de cette liste des 30 joueurs qui sera rendue publique demain par Vahid Halilhodzic. Deuxième partie de l'émission, si pour le titre de champion, c'est quasiment fait et ça se confirmera sûrement ce mardi pour la deuxième place avec la Champions League pour l'entente de Sétif. Qu'est-ce que vous dites, Alain Michel? Ça se jouera jusqu'à la dernière journée? Oui, certainement. Parce que Sétif jouera ce mardi contre l'Alma, un derby, alors que dans le même temps, la JSK se déplacera également pour un derby face au MOB de Béjaïa au stade de l'Unité maghrébine. Oui, avec le MOB qui joue quand même encore et qui a besoin de points. Donc il y aura des matchs serrés d'ici la fin, mais bon, Sétif aura quand même 2 matchs de Champions League à jouer, ce qui pourrait favoriser... L'Espérance et le Club Sfax. Voilà, ce qui pourrait favoriser un retour de la JSK. Pour ça, se jouera entre la JSK et l'Entente sur le poste de deuxième. Béjaïa, le club que vous avez dirigé, le dernier club avant la JS Saoura, c'est inéluctable. La relégation, elle est inéluctable? Moi, je crois pas. Bon, ils viennent de faire 2 bons résultats. Pour la première fois, ils alignent 2 succès. Ils viennent de faire 2 victoires consécutives à un moment où on les attendait peut-être plus. Ils sont libérés. Il faut lâcher les coups. Leur finale, c'est contre le MCO? Il y en a plus, oui. C'est une première finale. Mais déjà, la première finale. Une première finale, c'est contre le MCO. Une deuxième sera contre l'USMA, je crois. Ils reçoivent l'USMA. Et la dernière, ils vont jouer. Ils viennent au 20 août contre le CRB. Ouais. Donc ça, ce sont des matchs. Est-ce que vous ne pensez pas que ça sera déjà fait à ce moment-là? Ça sera fait s'il n'y a pas de résultat à Oran. Mais s'il venait à l'emporter à Oran, il y a la possibilité de changer la donne sur la fin de saison. Et puis retour, rappelons-le, en Ligue 1 de 2 formations, c'est l'AS Oran et l'USM Belabès, alors qu'il faudra attendre la dernière journée, vendredi prochain, pour savoir qui du NED et de l'Olympique de Médéa va accéder. Rappelons qu'il y a une condition. Tout d'abord, le NED doit s'imposer et l'Olympique de Médéa également pour pouvoir accéder. Mais si les 2 équipes font match nul et que l'US Chaouia gagne son dernier match, c'est l'US Chaouia qui accédera en Ligue 1. C'est pour vous dire que rien n'est encore fait pour le 3e ticket. Retour de Belabès, l'Asmo, après 8 ans d'absence, eh bien le NED ou l'Olympique de Médéa ou bien l'US Chaouia. On va aller sur l'équipe nationale. Demain, Vahid Halilhodzic va rendre publique la liste des 30 joueurs retenus pour le mondial. Connaissant Vahid, vous l'avez encadré dans les stages d'entraîneur en France. J'étais dans les cadres techniques qui encadraient le stage où Vahid se trouvait. Voilà pour la précision. Pour la précision. Alors, est-ce que, selon vous, on pourra s'attendre à des surprises? Vous vous dites non. Par exemple, il y a Mahrez qui fera partie de ce stage, le joueur de Leicester. Je crois que le sélectionneur, comme les coachs, doivent à la fois faire des choses qui apparaissent comme le bon sens, comme le consensus national sur une vingtaine de joueurs. Je crois qu'il y a un consensus et si on faisait une analyse, on s'apercevrait que tout le monde est à peu près d'accord sur une vingtaine de joueurs. Et après, il faut aussi quelquefois être un peu provocateur et quelquefois faire un peu la différence et marquer son territoire sur quelques éléments. Et Vahid peut avoir envie de marquer le territoire là-dessus. Comme tous les coachs du monde ont envie de dire allez, ce joueur-là, j'y crois. Je crois à ce truc-là, je vais faire un pari là-dessus. Même s'il a fait aucun match? Peu importe, c'est l'intime conviction. Walcott, ça s'est passé avec l'Angleterre. Oui, mais Walcott, il a une qualité dominante. C'est d'être un très bon joueur de contre-attaque et un joueur de vitesse exceptionnel. Donc, d'avoir un profil de joueur comme ça, peut-être que si ça peut tenter Vahid, c'est un peu bloc équipe, accélération rapidement vers l'avant, ça peut le tenter. S'il a ce joueur-là, peut-être qu'il peut tenter un coup identique. Donc, mais c'est l'intime conviction de chaque coach, je crois. La surprise n'est pas écartée.
Non. Puis c'est même bien de créer des surprises. C'est bien d'inventer un peu quelque chose. Sans ça, tout le monde peut le faire. Si vous mettez exactement la liste que tout le monde attend, vous êtes banal. Donc, quelque part, il faut un peu se démarquer. Pas non plus être provocateur à changer tout, uniquement pour changer tout. Je crois qu'il y a un consensus. Sur un ou deux joueurs. Il y a un consensus sur une vingtaine de joueurs. Tout à fait. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, des spécialistes et tout le monde. Après, il y a 2-3 coups où vous pouvez dire je crois à ça, je vais tenter ça. Surtout que Vaïd, il est connu par ses sorties, disons, un petit peu inattendues. Lorsqu'à chaque fois, il prend tout le monde à contre-pied. Par exemple. Par exemple, je veux vous dire, contre la Libye au Maroc, ici au stage, il a loué les mérites des joueurs comme Djabou, qu'il avait décrit comme un très grand joueur, alors qu'en allant au Maroc, le joueur ne s'est même pas retrouvé parmi les 18. Il était dans les tribunes. Hein. Aussi, il nous a surpris lors du dernier match, ici contre le Burkina Faso, en alignant Zemamouche comme titulaire, alors que durant tout le parcours, c'était Mboulhi. Donc, un petit peu, Vahid Ali Aziz nous a habitués un petit peu à... Il ne pouvait pas mettre Mboulhi sur ce match-là. Oui, pas... mais durant tous les parcours, c'est Mboulhi qui avait été titularisé, Mahamar. Et le dernier match, contre toute attente, et il fait jouer Zemamouche. En quelque sorte, Vahid... Il peut aimer montrer qu'il a une intime conviction. C'est pas uniquement de la provocation. Je pense que c'est aussi à un moment d'avoir vu le joueur, de l'avoir senti pendant les séances d'entraînement, d'avoir senti son état de forme et d'être convaincu que c'est le gars qu'il faut mettre au moment où il faut, quoi. Parce que vous pouvez pas non plus tenter des choses uniquement par provoque. Voilà. Vous pouvez pas faire que ça. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Vous avez une obligation de résultat. C'est vrai qu'on n'est pas avec l'équipe durant la semaine, à l'entraînement. Voilà, il y a une déclaration de Zemamouche. Il avait dit que l'entraîneur des gardiens de but l'avait vite rassuré. Dès qu'il est arrivé en stage, à Sidi Moussa, il lui a dit « Écoute, tu es prêt, c'est toi qui vas jouer ». Donc il y avait quand même un choix réfléchi. Ce n'était pas une surprise ou ce n'était pas quand même, comme vous le dites, une petite provocation. Moi, j'aimerais savoir, M. Alain Michel, est-ce que vous ne croyez pas qu'en amenant la surprise, ce n'est plus une surprise, elle est déjà à Sidi Moussa, Riyad Mahrez, qui évolue à Leicester en Angleterre. Formé au Havre. Formé au Havre, oui. Donc c'est un joueur qui joue un peu dans l'animation de jeu sur les flancs. Il peut aussi être un deuxième attaquant. Est-ce que sur ce plan-là, on en a assez de solutions en sélection? On sait qu'il y a de très bons joueurs sur les côtés, au milieu de terrain excentré. Est-ce que, en voyant cette défense de l'équipe nationale, on ne va pas dire vieillissante, mais qui n'est pas vraiment au sommet de sa forme, ce n'est pas vraiment... Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne solution par exemple, de lancer dans le bain un jeune comme Chafaï, qui fait une excellente saison avec l'USMA, qui fait partie d'un bloc défensif qui fonctionne très bien à l'USMA et qui sait aussi se montrer décisif sur balle arrêtée. On ne va pas parler de son intronisation directement pour le mondial, mais pour se donner des solutions en défense. Donc, vous parlez de Chafaï, des renforcements en défense. Que dit Alain Michel? Non, mais Chafaï est un bon jeune joueur. Avant de passer à l'USMA. Voilà. C'est un joueur tout à fait intéressant qui a montré des choses ces derniers mois, notamment sur des phases offensives, en marquant des buts décisifs sur balle arrêtée dans le derby contre le Mouloudia, dans les différents matchs hier encore, où 2 fois il est dans le coup. Bon, c'est bien, mais ça c'est une participation offensive. C'est-à-dire que c'est un bon défenseur moderne avec une participation offensive intéressante dans des matchs de niveau international, tels que vont se profiler les matchs de Coupe du Monde. C'est quand même une bataille où la participation défensive est importante, où il faut avoir un potentiel physique, un potentiel de duel défensif fort. Pour l'instant, il n'est pas encore habitué à cela. Je ne parle pas du mondial, M. Alain Michel, je parle des perspectives d'après-mondial. Ah non, mais c'est pour préparer, parce que Riyad Mahrez ne serait pas forcément une solution pour le mondial. On reste sur le mondial. Dans les perspectives, c'est de faire une synthèse entre ce que l'on regarde à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'il fallait à la fois regarder, bon, bien sûr, tous les joueurs qui sont produits un peu partout en Europe. C'est ce qu'ont très bien fait les dirigeants de la fédération algérienne pour hisser l'équipe fait 2010, Coupe du Monde, 2014, Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a une certaine réussite. Mais il faut aussi développer le football national et donner des possibilités aux joueurs nationaux. C'est quand même intéressant que Slimani, Soudani soient des joueurs sortis du foot national. Djabou, Belkalem soient sortis du foot national. Je ne parle pas des gardiens qui sont présents encore dans ce casting. Donc c'est important. C'est important qu'il y ait ça. Donc, il faut le travailler. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu tôt?
D'accord. Pour tenter le coup sur une liste tout de suite, il y a d'autres joueurs. Belkalem est incertain, alors qu'il était considéré il y a 6 mois comme un joueur déterminant, comme un joueur qu'on ne remettait pas en cause et qui avait marqué l'AD1 quand il était là. Moi, je voudrais revenir avec vous sur les gardiens, parce que vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Vous avez bien connu les 3 gardiens locaux. Je parle de Doura, Cédric, Zema. Mboulahi, vous ne l'avez pas eu sous votre coupe. Non. Il y en a un qui va rester sur le carreau. Pour vous, Cédric ? C'est une histoire humaine, difficile, quoi. Difficile. Alors après, Cédric, il a un petit inconvénient, c'est qu'il a Constantine et que les 2 autres sont à Alger. Bon. C'est tout ? C'est le seul inconvénient ? Non, mais pour le reste... Quand on voit le numéro 1 au niveau local, tout le monde s'accorde à dire Zema sur ses performances et également sur le fait qu'il a été décisif cette saison. Oui, moi je l'ai déjà dit dans certaines questions qui m'ont été posées là-dessus. Bon, Zema est celui qui a été le plus déterminant dans ses performances depuis 2 ans. Les autres ont connu de très bonnes périodes et de très bons moments. Doura a été bon, Cédric, je l'ai eu récemment, a été bon et décisif dans les bonnes saisons de Béjaïa ces derniers temps. Donc il a été là aussi. Zema a été très complet dans les dernières saisons et il a été déterminant pour ses équipes. Donc il est un petit peu au-dessus, en quantité de grandes performances, il a montré quelque chose. Zema peut postuler au poste de numéro 1 ? Oui. Il y a Mboulahi ? Oui, mais bon, c'est assez serré parce que Mboli a un peu les tribulations de ses jouer pas, de sa carrière personnelle. Il a des qualités, il a une puissance athlétique intéressante par rapport aux copains. Il a une masse athlétique forte dans les duels aériens, dans la présence, dans sa surface. Il a l'inconvénient de jouer un peu moins de matchs et d'être un peu moins... Il revient fort, coach. Il aligne 15 matchs, là. Oui. Non, mais il y a eu quelques trous à un moment dans son Sur les qualités de Zema, carrière. La relance au pied ? Normal, oui. Elle est bonne ? Oui. Également, il est décisif dans les duels. Décisif dans les duels face à un attaquant, dans les tirs de près où il faut être très réactif et avoir un très bon enchaînement. Il a progressé dans les sorties aériennes par rapport au passé. Il a amélioré sa présence dans la surface. Bon, ça fait un gardien complet qui pourrait... D'ailleurs, on l'annonce à Montpellier. Oui, ce que je disais, qui pourrait aller faire un tour en Europe. Il n'y a pas de gardien qui s'impose de façon décisive. Il aurait signé un pré-contrat. Que ce soit Pionnier ou Jourdain sur Montpellier, les 2 gardiens qui sont en place sont des gardiens corrects, mais pas des gardiens qui ont totalement marqué le territoire. Donc il y a un espace pour un gardien étranger, il y aura un espace à Montpellier, chose qu'il n'y aurait pas dans d'autres clubs où il y a vraiment des gens en place. Donc pour Zema, ça pourrait être une ouverture, d'autant plus qu'il connaît Roland et que ça faciliterait les choses. Alain, moi je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Moumen concernant l'axe central. Vous savez qu'on a des difficultés un petit peu ces dernières semaines, notamment, comme l'a dit Maamar, Belkalem ne joue pas. Il y a Halish, il y a Kadamouro, au mieux de sa forme. Karl Medjani, Bougara. Est-ce que vous ne pensez pas... Ma question est la suivante. Attendez, ma question est la suivante. Connaissant Vaïd, est-ce que vous ne pensez pas que l'Iriel constitue l'une des pièces de réchange et ça sera peut-être la surprise de Vahid Halilovic? Oui, il a montré des choses sur l'ensemble de son œuvre. Il l'a ramené avec lui à la CAN 2013. Sur l'ensemble de son œuvre, oui, bon, c'est un bon. Il n'a jamais joué. Mais il a toujours fait partie de l'effectif de Vaïd. Mais je vais vous répondre par de la provocation. C'est-à-dire que dans la défense de 2010, Rabat Saadan avait fait une défense à 3 avec 3 centraux, peut-être parce qu'il n'était pas convaincu qu'il allait se débrouiller à 2. Et c'est pour ça qu'il avait fait un choix tactique de dire, bon, indépendamment de la paix sociale et de la paix des braves entre Halish, Bougera et Rantar, et puis des couloirs qui travaillaient mieux quand ils étaient dans un système à 5 que dans un système à 4, Matmour ou Beladj. Donc il y a eu un choix parce qu'on était peut-être déjà dans un problème un peu identique. Donc maintenant, Vaïd, dans sa culture, je pense, n'ira pas vers une défense à 3. Il restera avec une défense à 2 centraux parce que bon, ça fait quand même un joueur de plus pour la participation offensive, pour le pressing un peu plus haut. Donc c'est difficile de griller forcément un gars en zone défensive, surtout quand les attaques jouent avec une seule pointe et que vous avez 3 joueurs pour 1. C'est difficile à faire. Mais c'est vrai que le problème d'être stable et de dire la défense centrale, c'est l'étaulier, c'est celui-là et c'est celui-là qui joue régulièrement et on en est sûr. Là, il y a une petite incertitude sur le casting. Oui, il y a une incertitude. En face, il y aura de l'impact physique, notamment sur le premier match, face à la Belgique. Alors, il y a des solutions, parce qu'on parle de la défense et de la charnière centrale. Il y a des solutions. Il y a Halish,
il y a Bougara, il y a Karl Medjani, il y a Kadamuro également qui est dans un rôle polyvalent, Kadamuro. Un peu en difficulté, Oui, un peu en difficulté, Mohamed Kadamoro. Il Alors, joue pas. je reviens à cette joue question. Pour les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, qui ne jouent pas, est-ce que c'est important ou bien le stage pré-compétitif peut combler cette lacune, si vous me passez l'expression? Il y a deux problèmes qui peuvent paraître à l'opposé. Vous avez ceux qui ont trop joué dans une saison. Voilà. Vous avez beaucoup de joueurs, pas de beaucoup de forme. grands pays où les joueurs ont trop joué. Et ils sont L'Angleterre l'a en payé. surcharge. L'Angleterre l'a payé en 2010. L'Angleterre le paie souvent, le paye même dans les grandes compétitions, c'est difficile pour eux. Même pour les clubs, vous avez des joueurs qui jouent beaucoup. 60 matchs pour certains. 60 ou plus. matchs. Donc là, il faut décrocher un peu, faire de la régénération dans la période de stage, redonner de la fraîcheur à ces joueurs-là. Il y a d'autres joueurs qui jouent pas assez et qu'il faut à ce moment-là préparer un peu plus, remettre un peu Préparation plus à la carte, d'intensité coach. dans le stage. Il faut faire du différentiel. La préparation ne sera pas la même. Si vous avez un staff assez large sur le plan de la préparation physique, c'est justement pour faire cette différenciation, cette individualisation du travail. Donc, c'est possible en un mois de remettre dans le coup, surtout avec la dynamique d'une équipe qui se prépare pour une grande compétition, c'est possible de mettre dans le coup. Après, il y a toujours l'incertitude du match. C'est-à-dire que vous le jetez dans le match, le joueur, c'est toujours un problème. Il y a un problème à résoudre, il y a l'adversaire, il y a de s'adapter à ça. Même s'il est bien sur le plan physique, s'il a récupéré, il peut manquer de vécu, de points de repère, etc. dans son approche du match. Donc c'est le pari à faire. Et il y a aussi la petite musique du groupe. C'est-à-dire ce qui va se jouer dès que les gens vont se trouver ensemble, c'est de se dire on a des trucs à partager. On a des choses à partager, on a un objectif, on représente ceci, on représente cela. Il y a plein de choses sympathiques à faire et on saura, quand on aura mis tous ces joueurs ensemble, on saura au bout de 15 jours déjà s'il se passe quelque chose. S'il y a un début d'aventure, il faut faire quelques matchs amicaux significatifs et puis petit à petit, ça monte en pression et si vous avez la chance de faire un grand premier match, les choses sont parties. Je reste sur la liste. Alors, il y a des joueurs qui vont faire les frais. Par exemple, un joueur comme Khaled pourrait faire les frais, lui qui a participé aux éliminatoires. Parce qu'on voit mal, dans la configuration actuelle, où Khaled pourrait avoir sa place. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. C'est un bon joueur de première division. Il a fait des choses très intéressantes. Après, il est assez atypique. C'est-à-dire que c'est un central qui ne fait pas un 90 comme tous les centraux du monde maintenant. C'est-à-dire que la plupart des centraux, c'est de dire, bon allez, entre un 85 et un 90, je prends. En dessous d'un 85, il faut vraiment que le gars il soit très compétitif. Il y a quelques contre-exemples, mais très peu. Donc le problème est tout simplement biologique, quoi, biométrique, si on veut. Quelle est la puissance athlétique? Donc ça, évidemment, ça peut jouer contre Khaled, qui est plus dans un gabarit latéral que dans un gabarit de central. Là, il y a encombrement au niveau de l'axe central et en même temps, sur le flanc droit, il y a la solution Mendy. Mendy, ouais. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour le milieu de terrain, oui. Je voudrais savoir, coach Iyariles qui s'est blessé récemment et qui a raté les 2 derniers matchs avec son club, est-ce que pour un joueur qui arrive blessé pour un stage d'avant-mondial, c'est faisable de le prendre ou ça va être... Quelquefois, le fait d'avoir été blessé pendant un mois, ça vous repose. Si vous avez beaucoup joué avant, Non, ça vous redonne de la fraîcheur et ça vous permet. Il n'a pas un gros volume de jeu en matière de présence sur le terrain. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui faisait par intermittence des entrées en jeu. Il faisait aussi... Je n'ai pas suivi Oui, justement, je vous le dis, coach. Vous les suivez en détail. Vaïd Ali Chaque week-end, il joue, a il été joue très pas. clair. Il était très clair. Il a dit, mon critère premier, c'est le temps de jeu et éviter les blessures d'avant-mondial. C'est-à-dire, il ne veut pas compter sur des joueurs qui arrivent blessés et qui n'auront pas le temps de prendre la charge de travail qu'il faut. Arriver blessé, c'est un problème. C'est un Voilà. problème si vous ne pouvez pas vous préparer pour prendre la charge qu'attend Vaïd. Je connais à peu près ses critères de charge pour bien connaître Philippe Lambert, qui était son préparateur physique à Lille quand il a commencé et ce qu'il demandait au niveau des prérequis sur le plan physique pour que les gars soient prêts à faire un effort football. Donc c'est déjà quand même assez exigeant. Hein, c'est de diminuer en 10% de masse grasse. C'est d'avoir une... C'est ce qu'il leur a demandé. Oui, bien sûr. Et c'est d'être capable d'avoir une vitesse maximale aérobie ou être capable de courir environ 40 minutes à 75% de sa vitesse maximale aérobie. C'est déjà assez exigeant. Il a eu le courage et il a fait respecter ces choses-là dans les clubs où il était en France. Il a amené Lille à un très haut niveau avec cette qualité-là, plus des joueurs qui après ont explosé. Donc il sait faire, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Mais d'avoir été blessé il y a peut-être un mois pour un joueur qui aurait beaucoup joué, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce qu'il a eu le temps de récupérer un peu, il se rafraîchit, il reprend de la fraîcheur pour pouvoir jouer ces nouvelles compétitions. Donc après, bien sûr que s'il est blessé pendant 3 semaines et qu'il ne peut pas faire le stage, là c'est malheureux. Ça devient problématique. C'est malheureux et c'est dommage, mais c'est un vrai problème. Question, Alain Michel.
Des joueurs cadres, je pense notamment à Adlen Guedioula, Lahsen a retrouvé du temps de jeu, mais prenons Adlen Guedioula, un joueur qui n'a pas du tout joué, qui n'a pas du tout de temps de jeu. Est-ce qu'il ne se retrouve pas, il n'est pas placé dans un dilemme, Vahid Halilovic, à savoir, je le prends pas, le temps de jeu, le manque de compétition, c'est de réels problèmes. Oui, c'est des problèmes à la fois par rapport à la logique de pensée qu'on a établie. On a établi des règles. Justement. D'un côté, c'est pratique. Critères de sélection. D'un côté, oui. c'est pratique, et d'un autre côté, vous êtes un peu coincé quelquefois dans ces règles. Parce qu'il y a aussi, on revient tout à l'heure à l'intime conviction. Ouais. Vous croyez à un joueur, vous y croyez moins. Et dans tous les yeux, les joueurs existent aussi dans les yeux de leur coach. Et c'est là que c'est injuste. C'est-à-dire qu'on a tous des critères. Il y a des joueurs que je fais moins jouer, et d'autres plus parce que ça correspond plus à ce que je crois du jeu. Et on est tous pareils. Donc il y a aussi l'intime conviction qu'il peut avoir. S'il croit que Guedioura, quelque part, parce qu'il s'entraîne quand même, il joue pas trop de matchs peut-être, À Crystal Palace, mais ouais. il s'entraîne, il est quand même dans la préparation de son équipe. Donc il se dit après tout, il aura aussi de la fraîcheur. J'y crois, je l'ai déjà utilisé, je sais que je peux compter sur lui. À lui c'est là que le coach, il n'y a que lui qui sait s'il peut le faire ou pas. Parce que le pari qu'il peut au prendre milieu par du rapport à tout terrain, le reste. sur les récupérateurs, il y a également encombrement à ce niveau-là. Vous prenez, il y a Ben Yebda, Taleb, il y a Ben Taleb, il y a Moustapha, Guedioura, si on peut le il y a faire. Lahsen, il y a Lahsen. également Moustapha qui peut monter d'un cran. Donc Oui, c'est pour oui, dire qu'il y a encombrement à ce niveau-là. Justement. Et il y a même qualité. Il y a même qualité parce que les derniers matchs, c'était dans les points assez solides de l'équipe quand même. C'était dans les points forts de l'équipe. Sur le stage précompétitif, on travaille le système de jeu ou l'identité de jeu? Je terminerai par cette question. Bah, on travaille, il y a deux choses, il y a l'organisation et l'animation. C'est-à-dire qu'on met en place une organisation, parliez du successeur éventuel de Vahid. Son organisation, c'est le Arbatnen, c'est un 4-4-2 avec pressing de zone. Allez, en gros, Arrigo-Sacchi, fin des années 80, ou Nantes, début années 90 pour la France. Ça, c'est des schémas. On arrive à la fin. Vous allez conclure rapidement. Voilà, il nous reste 30 secondes. Ça, c'est des schémas. Bon, je pense qu'il va travailler sur son schéma de jeu et ensuite sur l'animation. C'est-à-dire, comment je vais sortir les ballons, par quel joueur, est-ce que je vais chercher à aller vite vers l'avant, est-ce que je vais jouer plutôt sur des situations de contre ou plutôt un peu plus haut dans le jeu pour très vite être près du but adverse. Ça, il le fera en fonction du rapport de force qu'il a par rapport aux adversaires, par rapport à tout. Là, il a un mois pour travailler, c'est agréable, c'est des moments sympas. Merci Alain Michel, merci à Rachid Abed et Moumen Aït Kassi. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.